grand chantier qu'on a tous en tant qu'acteurs de l'industrie, c'est évidemment la fameuse démocratisation. Je pense au métaverse. C'est moche, ça n'intéresse personne. Les sites internet des années 95-98, ils étaient pareils. C'est pas pour autant que les années qui ont suivi n'ont pas vu l'émergence d'Internet. L'IA, ça me fait flipper. Ça pourrait marquer la fin de la civilisation biologique telle qu'on la connaît. Avant de commencer, si tu veux, tu peux peut-être te présenter en 2-3 minutes pour les personnes qui te découvrent. Donc, je suis Helmut Banner. Je vis, comme vous l'avez compris, en Polynésie française, sur la petite île de Moroleya. C'est l'île qui est juste en face de Tahiti. Je suis rédacteur en chef du Journal du Coin, parmi les tout premiers médias crypto francophones. Je suis rentré au JDC en 2017 et j'en suis le rédacteur en chef depuis début 2020. Par ailleurs, je suis à l'origine de la fondation, de la création du sommet PIX, le Polynesian Island Crypto Summit, dont la première édition a eu lieu en juin dernier à Tahiti et qui avait vocation à devenir, et le sera désormais pour l'éternité, le premier sommet crypto-blockchain du Pacifique insulaire. Finalement, c'était un succès très honorable, à tel point d'ailleurs qu'on va en refaire d'autres. Et enfin, je m'égaye parfois dans mes moments bouffées délirantes dans un projet personnel qui s'appelle Dinovox et le Phénoaverse, qui a plein de connexions avec évidemment le Web3, mais également la Polynésie et le sommet PIX. Donc, vous les avez peut-être vus passer sur les réseaux sociaux, les Dinovox, des petites bestioles colorées, sympathiques, dont vous avez un beau spécimen avec le Dinovox Captain America qui me sert d'avatar. Qu'est-ce qui t'a amené à profondément aimer tout cet écosystème, mais surtout à le découvrir au début? Dans ma vie chiante d'avant, en fait, je travaillais sur des sujets en rapport avec l'intelligence économique et notamment la production de notes de documentation à destination des entreprises, à destination des institutions, des ministères, que sais-je. Et dès 2015-2016, j'ai été amené à vulgariser ce qui, à l'époque, était encore plus exotique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire typiquement le Bitcoin, la blockchain, le Proof of Work et Ethereum. Et comme tout le monde, enfin comme nous tous, généralement aussi, c'est un peu collectif, j'ai eu le moment d'épiphanie où tu es plus seulement dans un sujet où tu dis « Tiens, c'est intéressant », mais tu franchis un petit peu cette porte, ce miroir d'Alice, et tu te dis, mais en fait, c'est vraiment le fucking avenir. Et donc, je deviens pratiquant plutôt courant 2017, au moment de l'avant-dernier bull run, quand ça commence, quand Bitcoin est à 1000 balles, 1500 balles. Je me fais évidemment requête en ratant le pic, enfin, comme tout le monde, rien que de très traditionnel, on est tous égaux devant le sujet. Mais progressivement, je me dis, ok, au-delà du pognon, au-delà de la spéculation, il y a d'autres vrais sujets qui sont ailleurs, qui sont dans la techno et qui sont dans la capacité globale de tous ces nouveaux leviers de croissance à vraiment modifier, remodeler le monde. Ça me passionne. Et ça me passionne encore aujourd'hui. En ce moment, par exemple, je sais qu'il y a les modèles d'intelligence artificielle qui sont populaires, mais même dans le domaine de la cryptographie, de la blockchain, d'une manière générale, il y a tellement de sujets qui vont être aussi modifiés en joignant les deux. C'est très enthousiasmant. Enfin, moi, je suis très sensible à ça. Que ce soit le premier article que j'ai fait pour le Journal du Coin ou le moindre post sur Twitter, sur la réseau social aujourd'hui, je suis animé par le même amour du sujet. Au niveau du Journal du Coin, comment toi tu es arrivé à la tête de la rédaction? Ça reboucle un petit peu avec le sujet qu'on a abordé il y a un instant en filigrane, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a aucune formation qui existe pour devenir rédacteur en chef d'un média crypto. Pour répondre très concrètement à ta question, comment j'en arrive là? C'est parce que il semblerait que je sache à peu près correctement écrire. Ça a été identifié par la team dans laquelle j'évoluais. Et où progressivement, il y a eu le côté, rentre dans une dynamique où tu tiens une ligne éditoriale. Je deviens rédacteur en chef tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, qu'à l'époque aussi, je l'ai fait gratuitement. Cette gratuité, cette espèce d'échange dans lequel il n'y avait pas de monétaire, avait quand même une valeur. Avait surtout, parce qu'il n'y avait pas de monétaire, une grande valeur. Elle a été reconnue du coup par l'équipe à l'époque qui se disait, bon, si ce gars fait ça gratuitement, qu'est-ce qu'il va faire si on est dans un modèle économique? Et je n'ose espérer qu'on ne s'est pas trompé collectivement sur ça. A priori, l'histoire a montré que non. Avant d'arriver à avoir les investissements qui ont bien fructifié jusqu'à maintenant et d'avoir les quelques entreprises que j'ai dans mon portefeuille, c'est que j'ai fait beaucoup de contenu gratuit, enfin pas de contenu, mais de création et de valeur gratuite. Et ta vision du marché sur le Web3 en général? Donc ma vision, elle est forcément extrêmement optimiste, parce que je ne me projette pas à 3 mois. Est-ce qu'on ne va pas perdre 15%? Est-ce que Bitcoin ne va pas tomber à 10 000? Est-ce que les startups Web3 ne vont pas se casser la gueule? Bien sûr qu'elles vont se casser la gueule. Bien sûr que Bitcoin pourra arriver à 10 000. C'est pas grave de mon point de vue. Alors, ça m'embête, je suis comme n'importe qui, je préfère me réveiller avec des bougies vertes. Mais en vrai, foncièrement, je m'en moque. Je me projette sur une temporalité écosystémique. Donc je suis très optimiste d'un point de vue industriel et économique global pour le Web3. Donc le Web3, peut-être on va arrêter d'appeler ça Web3 dans un an parce qu'on va se rendre compte que, point de vue marketing, c'est tout possible. En revanche, les technos qui ont permis l'émergence de ce qu'on qualifie aujourd'hui de Web3, qui sont elles-mêmes issues beaucoup des mécanismes derrière Ethereum, lui-même étant une réaction à Bitcoin,
ça a vocation à continuer à s'élargir, à impacter un nombre de plus en plus important de secteurs. Et au même titre qu'on ne désinvente pas la poudre à canon, on ne désinventera pas Bitcoin. Il y a peut-être des secteurs, des sous-secteurs qui vont se prendre un coup de frein. Je pense au métaverse. On fait de la merde en fait avec le métaverse globalement. C'est moche, ça n'intéresse personne et c'est vide et désert. Est-ce que pour autant il faut enterrer tout ça? Bien sûr que non. Les sites internet des années 95-98, bah, ils étaient pareils, ils étaient moches, il n'y avait personne dessus, ça marchait mal, c'était lent. C'est pas pour autant que les années qui ont suivi n'ont pas vu l'émergence d'Internet. Et il y en a un qui est arrivé un jour qui a tout cassé parce qu'ils avaient mis en place un système d'indexation. Exactement. Et on ne peut pas savoir exactement, c'est parfaitement ça, quel outil ou quel acteur va arriver pour poser exactement l'angle qu'il faut. Par contre, je serai incapable de dire quels vont être les acteurs et sous quelle forme ça va se passer. Ce qui est certain, c'est que les choses vont se passer. Une présentation du Dinovox, son objectif, le grand chantier qu'on a tous, encore une fois, collectivement, en tant qu'acteurs de l'industrie, c'est évidemment la fameuse démocratisation, l'accessibilité. On va tous s'y prendre de manière différente, hein, selon nos tempéraments, selon les outils qu'on va déployer, etc. Me concernant, j'ai choisi avec Dinovox d'occuper la niche de ce qu'on qualifie aujourd'hui de Web 2.5. C'est-à-dire, vous savez, on a le Web 3, donc la décentralisation, etc. Le Web 2.5, c'est finalement une position qui est de dire on n'arrivera pas un lundi matin à 8h en mode ça y est, le Web 3 est arrivé, tout le monde y a droit. Tout le monde a son wallet MetaMask, tout le monde fait de l'interaction en identité décentralisée, etc. Ça n'existe pas, ce scénario. Il y aura en fait une acclimatation douce. Et c'est pareil, on ne va pas faire brûler l'ancien monde. On n'est pas des cypherpunk Bitcoin, ou en tout cas, si on l'est, c'est à titre plus personnel et plus anecdotique. La réalité économique, c'est des acteurs qui veulent faire des profits et de la croissance. Et ces acteurs savent pertinemment, y compris les plus disruptifs d'entre eux, qu'il va falloir se faire accompagner par les acteurs existants déjà, qui eux-mêmes ne vont pas rendre les armes un beau matin en disant « Ok, vous avez raison, bah, on va vous regarder maintenant ». Donc le Web 2.5, c'est ça qui est le soutien. C'est de dire, il faut qu'on trouve des points de correspondance et de superposition pour que les nouvelles approches du Web 3 soient compréhensibles, codifiées et faciles à appréhender, à la fois pour les acteurs économiques traditionnels, mais aussi pour les gens. Et le projet d'Innovox et le Fenoverse, c'est un environnement que je qualifie souvent d'hybride, de métaverse hybride, parce qu'on va y organiser la rencontre entre des acteurs économiques, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et on va leur faire rencontrer et les accompagner dans leur découverte d'outils de type Web3, les NFT, la gouvernance, etc. Et est-ce qu'on peut y apporter notre présence en parlant du Pix? ADN commun, déjà, entre Dinovox, Fenoverse et le Pix. À quel point de vue? Premièrement, ce sont des projets, comment dirais-je, purement polynésiens. Et le Pix, en fait, il défendait une espèce de position un peu double. La première mécanique, c'était de dire au reste du monde, regardez, on peut, à partir des îles les plus éloignées sur le globe, c'est littéral, hein, dans le plus grand océan du monde, avec un éloignement qu'on ne peut pas imaginer pire, pas trop loin, même accueillir un événement de 3 jours sur la crypto, la blockchain, et avoir un impact et un rayonnement international. Intéressez-vous à la Polynésie au même titre que vous vous intéressez à Singapour, à Taïwan, à New York. Parce qu'on peut y faire des choses. Et le deuxième message, c'était de démontrer aux Polynésiens, qui sont un peuple naturellement entreprenant, naturellement créatif, naturellement extrêmement dynamique et ouvert sur l'innovation, qu'ils étaient à armes égales avec le reste du monde grâce au Web3. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant avec les précédentes vagues technologiques du Web 1 et du Web 2.0, parce que accompagner la croissance de ces deux grandes phases du Web, ça impliquait des niveaux d'équipement qui n'existaient pas. Donc du coup, l'idée, c'était de créer un événement qui démontrait qu'à l'ère du Web 3 en 2023, on pouvait tout à fait être un créateur de NFT ou un expert des tokenomiques ou un codeur de blockchain en étant les pieds dans l'eau à Rangiroa, une des îles polynésiennes, au même titre que les collègues qui vivent à Paris ou qui codent à New York. C'est une idée un petit peu basique, hein, mais c'est une idée qui était extrêmement centrale dans le Pix. La Polynésie, c'est un environnement extraordinaire pour vivre. Pas parce que la Polynésie, mais peut-être surtout parce que les Polynésiens, en fait. Hein. Je suis voilà, amoureux. Et je suis d'ailleurs, à ce titre, rempli de bonheur. Pardon, hein, 3615 My Life, ça c'est vraiment l'expression de boomer. Rempli de bonheur que de voir que dans le projet d'Innovox, il y a plein de Polynésiens, outre une communauté large qui nous suit et qui nous fait le plaisir hein, de participer à grands coups de glaou sur les réseaux sociaux. Il y a surtout et beaucoup de Polynésiens parce que ce projet, il est polynésien et il est pour eux. Helmut a rapidement évoqué l'IA. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? Est-ce que tu utilises toi-même quelques IA récemment sorties que tu juges utiles pour tes business? Il ne faut pas m'écouter sur l'IA parce que autant j'ai une position pondérée, raisonnable, extrêmement distanciée sur tout ce que vous voudrez, autant l'IA, ça me fait flipper. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Pas l'IA aujourd'hui, hein, pas ChatGPT qui n'est qu'un perroquet un peu intelligent. Alors je suis passionné hein, par le sujet, mais d'une passion inquiète. Vous voyez, on est souvent un petit peu déglingué aussi, parce qu'après tout, pour évoluer dans notre secteur, il faut l'être. Il faut vraiment être non conservateur et avoir cette malléabilité du cerveau.
Et ce qui va avec, c'est des fois des petites bouffées délirantes sur mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer, mais imagine si. C'est très bien, c'est tout ce qui enrichit ce qu'on fait. Mais sur ce sujet particulier de l'IA, moi, pour moi, le point de singularité, c'est pas du tout un stade qui me fait du bien à l'imaginer bientôt à l'échelle de ma vie. J'estime que ça pourrait marquer la fin de la vie, de la civilisation biologique telle qu'on la connaît. Je vous renvoie au concept de civilisation de troisième type, Asimov évidemment, avec tout le cycle des robots, avec tout ce qui touche à Fondation. Je trouve que quiconque aime Fondation ne peut qu'être intéressé par Satoshi Nakamoto, Bitcoin, etc. L'IA, petit business, très probablement, faites de l'argent avec, faites-vous plaisir. Je pense qu'il y a un potentiel absolument colossal. Mais sur le fond, ça va être terrorisant. C'est comme si on ne rêvait que d'une chose, c'est de nous auto-remplacer, conscient peut-être au fond que quelque part, en tant qu'espèce biologique, on arrive au bout de quelque chose. Et que ce serait peut-être rendre service à l'échelle du cosmos que de créer la fameuse civilisation du troisième type. Donc tout ça, c'est très bien, c'est passionnant, mais je préfère rester avec mes petites cryptos sur mon île pour le moment. Je vous remercie à chacun d'être passé. Helmut, merci encore d'être venu. N'hésitez pas à aller le retrouver sur Twitter. Merci encore.